Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal Pure de la capitale sur la radio Pure de la capitale. On avait déjà reçu le docteur Bouillou ici dans notre émission. On l'a reçu encore une énième fois pour parler cette fois-ci de vaccins. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. L'état des lieux de la situation du vaccin à ce jour, comment ça se passe de votre côté, du côté du Copivac? Alors, la campagne de vaccination a bien débuté il y a aujourd'hui 8 jours, c'est-à-dire le mardi 23 mars. Et hier, il y a eu 1108 personnes qui étaient déjà vaccinées. Voilà, sans incident majeur lié à la vaccination. Donc, bon, la campagne se poursuit. Il est vrai que nous nous attendions à avoir moins de volontaires comme cela s'est passé dans de nombreux pays, du fait qu'il s'agit de nouveaux vaccins contre une maladie qu'il y a 15 mois on ne connaissait pas encore. Tout à fait. Mais pour l'instant, tout se passe bien. D'accord. Aussi bien dans l'organisation que dans la réactivité des gens face au vaccin. Alors, docteur Bouillou, c'est vrai qu'on essaie, on le répète depuis le début, mais depuis que la campagne de vaccination a commencé, certaines personnes ont l'impression que le vaccin, c'est le remède du Covid. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le vaccin, c'est un élément du combat supplémentaire. D'accord. Il va renforcer le combat et c'est vrai que le vaccin crée beaucoup d'espoir. Ce n'est pas un médicament qui va tuer, mais c'est un médicament qui va aider à combattre le virus. Donc encore un moyen de combattre le virus et de s'en protéger et surtout de protéger les plus vulnérables, ceux qui sont à même de décéder lorsqu'ils contractent le virus. Voici un peu le rôle du vaccin. D'accord. Le vaccin, c'est vraiment un moyen, c'est de l'espoir que l'on apporte dans une petite seringue, mais c'est aussi une source de beaucoup d'inquiétudes parce que il y a des questions qui reviennent sans cesse. Pourquoi, depuis que le palu existe, on n'a pas de vaccin anti-palu, mais comme par hasard, on a un vaccin anti-Covid? Pourquoi, depuis que le sida existe, on n'a pas de vaccin contre le sida, mais en une année, on a un vaccin Covid et ainsi de suite? Comment on fait pour rassurer les personnes lorsqu'elles pensent à ce genre de choses? Alors, la première chose, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose. On a plusieurs virus, mais ils sont différents. Ce n'est tout simplement pas du tout la même chose, le coronavirus 2019, que le virus de l'immunodéficience humaine. D'accord? Donc, et le paludisme encore moins. D'accord. Voilà. Et justement, ça montre que il est plus facile peut-être contre ce type de virus de développer un vaccin, alors que ça fait 15, 20, 30 ans qu'on essaie de trouver des solutions au VIH, SIDA et au paludisme. Voilà. Mais cela a été possible tout simplement parce que, vous savez, la COVID-19 est due à un virus, un coronavirus, qui est une famille de virus bien connus. D'accord. Voilà. Et en général, il s'agissait de virus grippaux. Et les technologies utilisées sont des technologies qui avaient déjà été utilisées. On a plusieurs types de vaccins avec des technologies toutes utilisées, certaines plus anciennes que les autres. Voilà. Mais aussi, on connaissait déjà les coronavirus. Il y en a 7 et on les connaissait déjà. Il y en avait qui circulaient déjà au Gabon, qui n'étaient pas aussi virulents, aussi, on va dire, tueurs que le SARS-CoV-2, mais on les connaissait déjà. Et le MERS et le SARS ont été responsables d'épidémies il y a quelques années en Asie. Donc, en fait, on connaissait déjà le virus. Il fallait juste déterminer très, très rapidement la partie du virus qui permettrait au départ d'abord de le diagnostiquer. Alors, on va dire que c'est en décembre 2019 que les Chinois ont effectivement informé la communauté internationale de la présence de cette épidémie. Déjà en janvier, un mois plus tard, on avait pu déjà séquencer, étudier le génome du virus. Je dis toujours à tout le monde que nous partons tous d'un génome et d'un ADN. Donc, ça veut dire qu'avec les avancées de la technologie, de la science, on a pu très, très rapidement l'étudier. On a pu très, très rapidement identifier les éléments de ces génomes qui vont permettre le diagnostic. On savait déjà que c'était un virus, qu'on ne pouvait pas le diagnostiquer avec un prélèvement de sang. On a déjà des techniques PCR. Il fallait juste trouver quoi aller chercher, quel gène aller chercher pour l'identifier.
Ensuite, lorsque les gens ont commencé à tomber malades, parce que c'est comme ça, c'est sur les malades qu'on apprend, on a étudié un petit peu quels sont les éléments de défense de l'organisme qui sont, on va le dire, activés, qui sont alertés et qui viennent combattre le virus chez les personnes malades. Lorsqu'on a appris, on a réussi justement à mettre en évidence ces éléments, on a fait ce qu'on appelle des essais cliniques. Très, très rapidement, les chercheurs ont fait des essais cliniques. Et puis, il y a une chose qui était claire. Devant un virus qu'on ne connaît pas, trop, devant une maladie que nous sommes en train d'apprendre tout en la combattant en même temps, que faire? Alors, c'est là qu'est partie justement l'idée d'utiliser des technologies nouvelles, comme celle d'utiliser de l'ARN, de prendre une partie du gène et d'en faire un vaccin comme cela est fait pour certains cancers. Parce que pour certains cancers, des gens ont fait des vaccins à ARN. On injecte même certains ARN à des patients cancéreux. Donc, on s'est dit c'est plus facile. On a déjà le génome, de faire une copie de ça et de voir un peu comment ça se fait. Et on a utilisé aussi d'autres techniques, comme utiliser des virus inactivés, c'est-à-dire c'est des virus complètement pour lesquels il n'y a pas de virulence. On sait que quand on va les injecter, ils ne vont jamais se multiplier, donc ne vont jamais entraîner la maladie. Et après, on en a pris d'autres. On s'est dit, bon, on va regarder, peut-être qu'on va refaire la protéine, c'est-à-dire un élément, je ne sais pas, tout le monde voit comment est dessiné le virus, le coronavirus, le SARS-CoV. Avec beaucoup les... Il a une espèce de couronne. Alors, cette couronne-là, les pics de cette couronne, comme on va le dire, c'est une protéine de surface, d'accord? Et cette protéine de surface, ça peut être la protéine Spike, qu'on a pu étudier. Et donc, certains aussi ont décidé de faire une simulation de cette protéine aussi. Ah, d'accord. Exact. Voilà un peu, c'est des techniques qu'on utilise. Et donc, les chercheurs se sont mis... Les chercheurs, les compagnies pharmaceutiques, et bien évidemment, on a dépensé énormément d'argent pour que ça aille vite. Les premiers essais vaccinaux ont commencé en mars. Dès qu'on a obtenu les premiers résultats, parce qu'effectivement, il n'a pas tué plus que les deux pandémies dont on parle, mais en un délai très très court, le SARS-CoV-2 a tué énormément de personnes. On parle de plusieurs millions de décédés. C'est énorme pour la Terre. Donc aujourd'hui, l'urgent, c'était de limiter les décès. Et surtout, les décès viennent de ceux qui font des formes graves, donc d'éviter la survenue des formes graves. Aussitôt que les chercheurs ont eu ce résultat, c'est-à-dire de stimuler à l'aide de candidats vaccins, que les défenses de l'organisme limitent la gravité de la maladie à coronavirus, aussitôt, ils ont publié leurs résultats. Les autorités de régulation ont donné des autorisations et on a commencé à vacciner. Et bon, apparemment, ça marche. Ce matin, j'ai appris qu'il y a une petite communauté, de 33 000 habitants qui a vacciné 73% de sa population. Et après 2 mois, aujourd'hui en Angleterre, je crois, en Grande-Bretagne, et après 2 mois, aujourd'hui, ils ont repris une vie normale. Donc, c'est un espoir à côté d'autres choses. D'accord, et docteur, au Gabon, il y a ce qu'on a appelé les personnes prioritaires. Donc, pour le vaccin, les médecins, les agents de force de défense et de sécurité, les personnes âgées et les personnes qui ont des comorbidités. Mais il y a aussi, on le sait, dans le nombre de personnes décédées malheureusement aujourd'hui du Covid dans notre pays, il y a certainement eu des personnes qui n'avaient pas de comorbidité connue, mais qui ont chopé le virus et qui sont mortes. Alors, pourquoi il y a cette partie-là, parce qu'on peut avoir, d'après chez moi, on n'a pas de comorbidité et tout, mais on peut avoir envie de se faire vacciner. On peut avoir envie de se faire vacciner. Malheureusement, on n'est pas dans les personnes prioritaires. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des personnes prioritaires parmi les personnes qui souhaiteraient se faire vacciner. C'est là qu'on a évolué. Voilà, donc aujourd'hui, si on a plus de 18 ans, si on estime qu'on est très exposé, même si on le veut, on peut aller se faire vacciner. Simplement, les prioritaires, ce sont les personnes pour lesquelles on estime que le vaccin apporterait plus d'efficacité, c'est-à-dire les empêcherait de développer une forme grave de la maladie ou alors les empêcherait de décéder. Et parmi ces personnes, il y a les personnes qui sont susceptibles de faire une forme grave, donc les porteurs de comorbidité, et il y a aussi ces personnes-là qui, même si elles ne sont pas susceptibles de faire une forme grave, mais qui sont très exposées. Vous savez aussi, on est très, très exposé. Si on a une charge virale très importante, qu'on ait une comorbidité ou pas,
on ne sait jamais comment le système immunitaire d'un individu va réagir au virus. On peut faire une forme grave. Et ces personnes très exposées, ce sont bien évidemment ceux qui sont au contact de malades, ceux qui sont souvent entourés qui sont dans les populations, les enseignants, etc. Mais rassurez-vous, c'est parmi les volontaires à la vaccination, les prioritaires. Et l'objectif du gouvernement, du président de la République, c'est de vacciner d'atteindre au moins la cible de 50% de la population. Quand on dit 50% de la population, si on enlève les moins de 18 ans et on ne compte que les adultes, ça fait à peu près 70% des adultes. La vérité, c'est que quand on a vacciné 70% d'une population, si on enlève les enfants, quand on a vacciné 70% d'une population très, très à risque, on peut essayer de contrôler un peu la propagation du virus. Et donc là, effectivement, c'est de là qu'arrive l'espoir. On va se dire, bon, peut-être qu'après, lorsqu'on aura atteint cette cible, après quelques mois, plus de couvre-feu, par exemple, plus de masques, etc. Comme aujourd'hui, la petite île ou la petite ville de Grande-Bretagne qui, après 2 mois, commence à sortir des restrictions, des mesures restrictives. Docteur, ce sera ma dernière question, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler des dangers du vaccin? Je vous pose cette question parce que pas plus tard qu'hier, il y a eu une énorme polémique sur les réseaux sociaux autour de quelqu'un qui aurait perdu la vie des suites d'un vaccin qu'il aurait eu récemment. Donc, aujourd'hui, on vous a à Urban FM et on profite de l'occasion pour vous poser cette question. Quels sont réellement les dangers du vaccin? Si danger il y a, peut-on mourir si on va se faire vacciner? Alors, ce qui est arrivé hier, c'est ce qu'on appelle un événement indésirable. Ça, c'est ce qui survient chez tout individu qui prend un médicament quelconque. Et lorsqu'on est ce qu'on appelle en phase 4, en phase de pharmacovigilance, on doit surveiller ces événements, la survenue de tout événement de santé, en fait, médical qui surviendrait. Que cet événement médical soit lié au produit que vous avez ingéré, qui vous a été administré ou pas, c'est un événement qui est survenu après l'administration du produit. Donc, c'est clair qu'effectivement, c'est un événement. Maintenant, c'est pour ça que la pharmacovigilance existe. Il faut en faire le lien de causalité. Est-ce que cet événement médical qui est arrivé, ou cet événement sanitaire ou de santé qui est arrivé, est lié au produit ou au médicament qui a été administré? Et dans le cas présent, est-ce que c'est lié à la vaccination qui était arrivée au préalable? D'accord. Bon, tout cela a été étudié. Donc là, votre question n'est pas là. Votre question est de savoir plutôt quels sont les risques. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des risques, oui. Je vais vous donner toute chose que nous ingurgitons qui ne fait pas partie de notre machine parfaite. Parce que moi, je dis toujours que l'être humain, l'organisme humain est une machine parfaite. On est deux. Voilà. Donc, dès qu'on lui introduit quelque chose qui lui est étranger et dont il en a besoin d'une quantité précise ou même pas, il peut justement avoir une réaction. L'eau, boire trop d'eau peut rendre malade. Pourtant, l'eau est bonne pour la santé. Voilà, il y a des maladies au sein desquelles, comme le diabète, on dit que les gens, ils ont très soif, ils boivent beaucoup. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que non, cette sensation, le fait de boire beaucoup n'entraîne pas forcément ça. On va uriner énormément. Donc, alors, le vaccin, il y a des contre-indications. Il faut déjà bien le savoir. On est en mars. Ça fait 1 an qu'on a commencé à étudier les vaccins. Donc, en vérité, c'est pour ça qu'on parle de pharmacovigilance, on parle d'essais cliniques de phase 4. On va toujours, comme pour tous les médicaments du monde, on va toujours continuer à étudier parce qu'il faut pouvoir... Il n'y a pas de médicaments sans notice. Pourquoi il y a des notices de médicaments? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de médicaments sans danger. Et la vaccination aussi, elle n'est pas sans danger pour une catégorie d'individus. C'est pour ça qu'il y a un grand questionnaire avant. C'est pour ça qu'il y a un grand questionnaire avant pour vérifier qu'on ne présente pas de critères de non-éligibilité ou de contre-indication à la vaccination. Et ces contre-indications, c'est avoir une infection à Covid récente, aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui dans les 3 derniers mois, avoir une maladie hémorragique. Il y a des personnes qui justement réagissent très très mal au vaccin. Ils font donc des réactions allergiques
graves, ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques. Et ça, ces personnes, effectivement, peuvent en décéder. Donc, toutes les personnes qui auront des antécédents de ce genre de réaction au vaccin ne doivent pas se faire vacciner. Donc, il y a toute une liste. Une femme enceinte qui n'est pas exposée pour l'instant, une femme allaitante, sauf si son médecin décide. Mais pour l'instant, on va les protéger parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Voilà. Étant donné qu'on n'a pas assez de recul, il y a de nombreuses contre-indications comme ça. Voilà. Avoir une immunodépression sévère parce qu'on stimule la production d'anticorps. Donc, une personne qui a une immunodépression sévère, c'est qu'elle ne peut pas produire suffisamment d'anticorps. D'accord ? On prend des exemples comme ça. Mais toutes ces contre-indications, beaucoup seront levées lorsque l'on aura eu beaucoup plus de connaissances. On aura accumulé les connaissances. Donc, c'est pour ça, effectivement, comme vous dites, qu'on recherche ces contre-indications parce que le vaccin, pour l'instant, il n'est pas doté de non-dangerosité, mais comme pour tout autre vaccin, voilà. Si quelqu'un a déjà réagi au vaccin, il peut réagir au vaccin contre le Covid-19. Docteur, la vaccination donc continue. Ah oui, la vaccination continue. D'accord, tout le monde a ses 2 doses posées. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire 21 jours après que ma dose n'existe plus. Toutes les personnes qui vont se faire vacciner au cours de cette première campagne ont leur deuxième dose déjà mise de côté. D'accord, ok. Donc tout se passe dans les bonnes conditions. Tout se passe dans les bonnes conditions. Je pense qu'à les retours des sites de vaccination, nous avons quand même 6 centres ouverts. Et en général, à Libreville en ce moment. On est dans une phase mondiale d'expérimentation. D'accord. Donc, comme on vient de le dire, il faut surveiller la survenue d'événements indésirables, notamment ceux qui seraient liés au vaccin. D'accord. Donc, c'est à Libreville qu'on a les centres hospitaliers universitaires où on peut justement effectuer ce qu'on appelle la pharmacovigilance, surveiller justement ces effets secondaires et entraîner une prise en charge rapide et les juguler. Donc, en général, le plan de vaccination est fait qu'on ouvre séquentiellement. Quand on verra qu'à partir de quelques temps, les choses continuent de se passer bien, on va ouvrir d'autres centres au fur et à mesure et à l'intérieur du pays. Donc vous surveillez, parce que c'est un auditeur qui m'envoie la question, vous surveillez toutes les personnes que vous vaccinez pendant cette période de 21 jours. Ah oui, ils sont surveillés et toutes les personnes vaccinées sont invitées à se présenter au site de vaccination s'ils observent n'importe quel signe qu'ils penseraient lié. Le centre de vaccination va analyser les symptômes et s'il faut qu'ils soient pris en charge, ils seront pris en charge comme toute pathologie normale. On va à l'hôpital. C'est quand on voit un médecin, c'est la même chose. Si le médecin vous donne un traitement, si vous trouvez qu'il ne marche pas ou que vous réagissez, la réaction normale, c'est de repartir en consultation pour qu'on vous prenne en charge. Donc les vaccinés sont invités à justement venir informer le site si ils ont des symptômes qui apparaissent et qu'ils pensent liés au vaccin. Ça permet justement de renseigner la pharmacovigilance et donc de renseigner, ça permettra de rédiger les notices en disant contre-indiqué ou bien effets secondaires fréquents, effets secondaires rares, etc. Et ça permettra aussi de prendre en charge et on va aider la communauté internationale à avoir justement plus d'informations et de connaissances sur les vaccins en termes pas d'efficacité, parce que là, l'efficacité, on la connaît, mais peut-être en termes d'effets secondaires qui n'auraient pas encore été décrits parmi les millions de personnes déjà vaccinées. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi pour votre invitation dans votre célèbre radio et professionnelle radio. Merci, vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Fresh Morning, on recevait le docteur Bouillou du Copil et du Copivac. Restez connectés sur les 104.5, on se retrouve dans quelques minutes. Fresh Morning.